Bienvenue à Istanbul, une ville que nous vous avons fait visiter il y a quelques mois quand nous étions venus voir Mbaye Diagne, international sénégalais à Galatasaray. Istanbul est une ville dont l'histoire est riche, symbolisée par des bâtiments tels que la Mosquée Bleue. La Mosquée Bleue d'Istanbul représente l'un des plus célèbres lieux de culte musulmans. Elle attire chaque année des millions de visiteurs émerveillés par sa somptueuse architecture. Située dans le quartier de Sultanahmet, elle se dresse juste en face de la basilique Sainte-Sophie, comme un symbole de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le musée Sainte-Sophie, certainement le monument le plus réputé d'Istanbul. Sainte-Sophie est une ancienne basilique chrétienne fondée à l'époque de Constantinople, plus précisément au VIe siècle. Sainte-Sophie, mosquée ou église, n'est plus un lieu de culte depuis 1934, année où elle a été classée comme musée. Faisons une halte au palais de Topkapi. Construit en 1459 sur l'acropole de l'antique Byzance, il s'étend sur une bagatelle de 700 000 mètres carrés, la partie visible sur 400 000 mètres carrés. À partir de 1853, le sultan Abdülmecid Ier quitte le palais de Topkapi avec toute sa famille et sa cour pour habiter un nouveau palais qu'il vient de faire construire. En 1924, il sera transformé en musée sur ordre de Mustafa Kemal Atatürk. Le palais de Topkapi a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 1985, où il est décrit comme un ensemble incomparable de bâtiments construits sur 4 siècles, unique par la qualité architecturale. Istanbul n'a pas fini de nous émerveiller, une de ses particularités étant aussi son amour passionnel pour le foot. À côté des clubs Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, qui ont déjà fini de se faire un nom, émerge une équipe du nom de Istanbul Başakşehir. Le club a été fondé en 1990, mais ce n'est que depuis 2014 qu'il est connu sous le nom de Başakşehir. Vice-champion l'année dernière au Super League, Başakşehir veut lui aussi se faire sa place au soleil en s'appuyant sur l'expérience de joueurs de renom, dont notre international Dembaba. Bonjour, bonsoir, c'est parti pour un nouveau numéro des Maîtres du Jeu. Depuis janvier 2019, Dembaba évolue au Istanbul Başakşehir, un des clubs riches de la Super League. Alors, la Turquie lui a toujours ouvert les bras, la Turquie lui a porté chance. En 2014-2015, avec Beşiktaş, il réalise sa meilleure saison en carrière pro, 28 réalisations, un titre de champion. Dembaba, c'est également un parcours atypique. Pas de centre de formation pour ses débuts, 2 grosses fractures, tibia péroné qui aurait pu bousiller sa carrière, une foi inébranlable en lui et en son créateur, sinon il aurait abdiqué. Et évidemment, vous le devinez fort aisément, un sentiment d'inachevé. Avec l'équipe nationale, seulement 4 buts de 2007 à 2015. De tout ça, nous allons parler aujourd'hui avec notre invité franco-sénégalais, un entretien exceptionnel avec Dembaba, car il est toujours bon d'avoir une trace écrite, orale, mais aussi imagée. C'est parti. Dembaba, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici Avec à plaisir. Istanbul. Avec plaisir. Alors, parlez-nous un peu de votre arrivée ici en prêt, le début de saison, pas beaucoup de matchs. Non, enfin je suis arrivé déjà depuis le mois de janvier 2019 et c'était un transfert définitif. Ah oui, donc ouais, vous n'êtes voilà. plus... Non, je suis plus chinois. Je suis revenu turc. Cette information nous est passée à travers... Ah ouais, complètement je crois. Ouais, je suis arrivé au mois de janvier avec l'ancien coach. C'était un bon début et puis après malheureusement j'ai dû me faire opérer des adducteurs, j'avais un petit problème au pubis. Et puis là, depuis, je suis revenu en pleine forme et puis ça va, alhamdoulilah. Les saisons, vous avez re-signé pour combien alors? J'ai signé ici 2 ans et demi, donc à partir de décembre, il me restera encore 1 an et demi. Vous ne jouez pas beaucoup depuis le début de saison, pourquoi? Non, y a un nouveau coach, puis souvent quand il y a un nouveau coach qui arrive, il y a
y a des choix qui sont faits. Donc il a décidé de commencer avec un attaquant qui est un peu plus dans le profil de jeu dans lequel il désire jouer. D'où la raison pour laquelle je joue beaucoup moins. Ça vous gêne ou... Bah, c'est dérangeant. Quand on est joueur de foot, on veut jouer, on aime jouer. Maintenant, une saison, elle est longue. Ça fait beaucoup d'années que je joue au football. Et croyez-moi, les fins de saison sont beaucoup plus excitantes que les débuts de saison. Et souvent, c'est pas les mêmes joueurs qui commencent, qui finissent. D'accord. Et donc, c'est là où il faut être prêt. Ouais, il faut rester prêt jusqu'au jour où je vais commencer à jouer. Et puis, il va falloir prouver. Très bien. Encore une fois. Mais vous avez envie de continuer donc, dans le foot, Bien plus sûr. que jamais. Bien sûr. Alors, Demba, on va essayer de reparler de votre carrière, mais moi, je vous propose de traiter ça en chapitres. Et comme ça, sur chaque chapitre, vous me direz ce qui vous aura marqué, en tout cas ce que vous aurez retenu. Déjà, les débuts. Pas de centre de formation, donc des échecs à Auxerre, je pense, et Lyon. Ouais. Racontez-nous comment vous arrivez à devenir professionnel. Parce que j'avais faim. Parce que j'avais faim et puis parce que je voyais pas d'autre option pour moi que de jouer au foot. En fait, dans ma tête, c'était clair, j'allais devenir joueur de foot. Et à aucun moment donné, je me suis dit, quand j'ai eu ces refus, parce que échec, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais à chaque fois qu'il y a eu ces refus, j'en profitais pour ressortir le bon et pour pouvoir m'améliorer pour celui qui allait venir après. Mais dans ma tête, c'était clair, il n'y avait pas d'autre option en fait. Et puis c'était peut-être de l'inconscience, hein, mais il n'y avait pas d'autre option. Je vais jouer. D'accord. Et du coup, le premier pied-à-terre, c'est Rouen. Le premier pied-à-terre, c'est Rouen. C'est pas encore grande stabilité parce que c'est en CFA, ce qui était à l'époque la 4e division, qui est encore la 4e division, je crois, en France. Et donc là, il fallait faire ses preuves. Il fallait montrer que j'en valais la peine. J'étais arrivé pour jouer avec la CFA2, mais j'ai pas mis un pied en CFA2 toute l'année. Je suis resté avec la CFA, c'est super bien passé. Et puis après, l'année d'après, j'ai fait une très bonne saison et il y avait plusieurs clubs qui me voulaient, quelques clubs en France. Mais j'ai décidé de prendre la direction de la Belgique avec Moucron. C'était un très bon choix. Tout à fait. Alors, Moucron, on en parle parce qu'on fait le lien avec la Chine sur les grosses blessures de Demba Ba. Ça a été les deux grosses blessures. Fracture tibia-péroné. Donc, vous avez eu la même au début de votre carrière? J'ai eu la même au début de ma carrière. Quasi 10 ans jour pour jour. C'était en juillet. En juillet, je crois. C'était en juillet 2006, je crois, si je ne me trompe pas. Et la deuxième en Chine en juillet 2016. Et comment vous vous remettez? C'est-à-dire, déjà, vous n'êtes pas forcément le même homme ni le même joueur. Ouais, exactement. À l'époque, voilà. À l'époque, de toute façon, il n'y avait pas d'alternative. Donc, je commençais ma carrière professionnelle. Et au bout de 3 matchs, en plus, j'ai cartonné le début de saison. Au bout de 3 matchs, fracture. Je m'en souviens encore, la première question que j'ai posée au docteur, c'est combien de temps ça va me mettre pour rejouer. Et tout de suite, il m'a dit, écoute, tu en auras pour 6 mois. Et à partir de ce jour-là, en fait, sur le terrain, avec la jambe en deux, cassée en deux, j'ai décidé que dans 6 mois, j'allais rejouer. Et vous faites une excellente fin de saison, je fais une excellente fin de saison. Je reviens 8 mois après, à peu près, plus ou moins. Parce que 6 mois, c'est le temps de la consolidation. Après, il faut renforcer, il faut se repréparer. Et puis, sur les 7 derniers matchs, j'avais marqué 7 buts, je crois. Et ça qui vous fait partir à Offenheim. C'est ce qui m'a fait partir à Offenheim. J'avais le choix entre Offenheim et Valladolid à l'époque, je me souviens. Et je ne sais pas pourquoi encore j'ai fait un choix qui est à contre-pied. Et 10 ans après, vous avez la même. Bon, là, vous êtes en Chine. Ouais, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. En fait, je suis dans un autre état d'esprit. Déjà, les premières 24 heures, elles sont différentes. Ça veut dire que les premières 24 heures en 2006, il faut que je revienne vite. Et les premières 24 heures en 2016, c'est bon, est-ce que j'arrête ou alors est-ce que je continue? Ok. Ouais. C'est plus du tout la même approche. Ouais, ça n'a pas été la même approche. Et après, en fait, au bout de 24 heures, je me suis dit non, en fait, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire. Donc, et en tant que compétiteur, parce que je suis un compétiteur aussi, je veux prouver aux gens qu'à plus de 30 ans, tu peux te casser la jambe et revenir encore aussi fort. Ouais. Il fallait encore se remotiver. Et j'aime pas l'échec. C'est quelque chose
que je n'apprécie pas. Ça veut dire que quand j'ai décidé d'une chose, je vais jusqu'au bout. Peu importe les... Je suis un peu borné sur ça. Ben, il en faut un peu. Mais peu importe les étapes qu'il va falloir passer, peu importe. Ça a été facile de revenir. difficultés. Je sais que cette blessure a provoqué beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions, les Ouais, messages pour moi, je pense que mon mental est d'une telle force que je n'ai pas je ressens que très difficilement la difficulté. Donc ça a été encore 6 mois où j'ai travaillé, mais comme un dingue. Et au bout de 3 mois, je m'en souviens, j'avais commencé à courir déjà. Ok. Ce qui est un exploit, Ouais, la c'est base. un exploit. Un exploit. Et puis là, ça fait depuis 2017, si je ne me trompe pas, j'ai repris le jeu. Après, je me suis refait une petite blessure sur la fracture. Mais depuis janvier 2018, je carbure. Je garde, oui. À part les 2 mois de blessure à cause de l'adducteur. Mais bien sinon, sûr, très bien. entraînement tous les jours. D'accord. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est quand même... Ouais, malheureusement, remarquable, ouais. j'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma vie, mais j'en ai eu 4. C'était, il y en a une qui m'a écarté 2 mois, il y en a une qui m'a écarté 3 mois, et après il y a les 2 qui m'ont écarté très longtemps. 8 mois, 9 mois. D'accord. Mais vous avez su rebondir. Toujours. Alors parlons maintenant de la Turquie. Ouais. Voilà. Quand on vous parle de la Turquie, moi je pense à Beşiktaş évidemment. Cette superbe saison. Avant tout, ouais, parce que c'était le premier club déjà. Et c'était une saison exceptionnelle que j'avais fait individuellement et collectivement aussi. Vu les circonstances dans lesquelles on jouait, c'était très compliqué. Donc on n'avait pas de stade, on jouait un jour ici, un jour là. La plupart des matchs c'était à l'extérieur, même si à domicile, ils étaient dans une autre ville. Ok. Et on a fait très bonne figure. Et puis moi personnellement, j'avais fait une saison à un peu moins de 30 buts. Ouais, Donc, 28. Ouais, un truc comme ça, 27, 28. 27, 28. C'est exceptionnel. Ouais, avec une alchimie avec le public aussi. Vous en parlez encore? Ils en parlent encore. Hein. C'est partout où je vais, dès que je passe dans la rue. On se rappelle au bon souvenir de cette belle chanson qui a fait l'époque de Beşiktaş. Mais ça a été une expérience inoubliable. Ouais. La Turquie, pour vous, ça a été toujours pour rebondir à chaque fois qu'il a fallu peut-être avoir un autre challenge, même par rapport à la Coupe du Monde. À la base, moi, il y a beaucoup de joueurs qui, malheureusement, sont obligés, n'ont pas le choix, en fait. Et moi, alhamdoulilah, ce qui a toujours été bien dans ma carrière, c'est que c'est moi qui ai toujours décidé des clubs où j'allais aller. Ça veut dire que j'ai réussi à être assez bon pour qu'on me veuille. Et pas par défaut. Ok. Et quand je suis parti de Chelsea, c'était mon choix de venir ici. Ok. Et, il y avait d'autres options. Il y avait l'option de rester à Chelsea qui était la plus concrète parce que Mourinho à l'époque m'a dit écoute, j'aimerais que tu restes. Mais c'était mon choix de partir. Et quand je suis revenu ici aussi, encore une fois, c'était mon choix. Donc. Ok, d'accord. Et Godstep, c'était une transition. Göztepe, en fait, il fallait que je reprenne des minutes, que je rejoue pour me remettre dans le rythme. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Donc la Turquie, c'est un pays de cœur? La Turquie, c'est un pays de cœur. Avec aussi le fait que... La Turquie, c'est un pays de cœur. La raison principale pour laquelle je suis venu ici, c'est que c'est une terre musulmane. Ça veut dire que je peux pratiquer ma religion comme bon me semble sans que je puisse avoir des problèmes comme certains en ont en France en ce moment. Mais la Turquie, ça a été un choix, ça a été mon choix et c'est un pays que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Il fait bon vivre aussi. Il fait très bon vivre, la qualité de vie elle est bonne, il fait bon vivre, les gens ils sont sympas. Dembaba, on va parler à présent des grandes émotions dans votre carrière. Okay. Parce que je pense que vous êtes compétiteur, vous dites que vous détestez les échecs, mais vous jouez aussi pour vibrer. Donc moi, je vous parle de 2 grandes émotions et vous me dites s'il y en a eu d'autres. Ok. À Sénégal, Cameroun. Numéro 1. L'intervention de Bédimon, très en retard. À ce moment-là, c'est la défense du Cameroun qui recule. Et dans sa prise de balle,
Sénégal. Il effectue une frappe de grande classe. Sénégal 1, Cameroun 0. Dans ma carrière, c'est la numéro 1. Parce que déjà, c'est pour mon pays. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un but qui nous permet de nous qualifier. Pour la Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas, c'était en 2012. Et puis la journée, comment elle était, j'étais sur le banc, je suis rentré, Issiar aussi, il était sur le banc, il est rentré, c'est lui qui m'assiste. La dernière minute contre une équipe du Cameroun qui était bonne, et puis le stade, il était rempli. Moi, j'en ai encore des frissons, là, au moment où on en parle. C'était exceptionnel. Parce qu'on a souffert ce jour-là. Ouais, c'était dur. Hein. Ouais. C'était dur, mais il y a des moments comme ça dans une carrière, il y a des moments qui définissent une carrière. Et celui-là, il en fait partie pour moi. Ouais. La deuxième plus grosse, Chelsea-Paris. Deuxième but. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ça nous qualifie pour la Ligue des Champions, encore une fois, 87e minute. Les Parisiens qui ont du mal, les Parisiens qui souffrent, avec Cahill qui va la mettre dans la surface de réparation pour trouver Toro. Ou peut-être la tête de la part de Torres, la frappe des Toro, dans les jambes, la frappe d'Aspilicueta, devant Dembaba, et le but. Pour Chelsea à la 86e minute. Pour l'instant, c'est Chelsea qui est en demi-finale. Encore en sortie de banc. Encore en sortie de banc, ça nous Ouais. qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, qui est quand même, c'était parce qu'on a eu une saison un peu compliquée, surtout moi individuellement, et puis pouvoir marquer ce but-là à ce moment-là de l'année, c'était juste exceptionnel. Et mais ça se sentait qu'il y a quelque chose qui allait se passer ce jour-là. Parce qu'il y a le public aussi. Il y a le public, il y a des jours où tu le sens, il y a des jours où tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va se passer. Et vous êtes parisien à la base. Vous supportez Paris? Et ouais, moi je supporte Paris, j'aime beaucoup ce club. Mais bon, là, quand on se retrouve face à eux, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir, un honneur de jouer contre eux. Et il y avait aussi toute ma famille qui était présente au stade, le match aller et retour. Et c'était exceptionnel. Il a toujours la prière qui accompagne les buts. Est-ce que ça, c'était pas un peu provocateur, justement, quand on sait que... Non, ça, c'est jamais provocateur. Ça, c'est tout simplement... Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui me fait manger, ce qui fait manger ma famille, c'est le don qu'Allah m'a donné de pouvoir marquer des buts. Voilà. Et pour moi, pour ce bienfait-là, en général, le musulman, quand il a un bienfait, le fait de se prosterner, c'est s'en remettre à Allah et d'être reconnaissant. Ça vous a jamais été reproché? Non. Non. Non, parce que je l'assume. Donc les grandes émotions, ces deux-là, forcément, ça marque une carrière. Ces deux-là, ça marque une carrière. La signature de mon premier contrat professionnel à Moucron. Je m'en souviens encore du chemin pour le stade, pour aller signer mon contrat. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mon premier but en sélection, une passe décisive de Oussou, d'Ousmane Doy. Oui. C'était aussi une grande émotion, puisque c'était ma première avec le Sénégal. Et j'étais jeune, je revenais de blessure. C'était l'année après la première fracture. C'était à ce moment-là. 2007, oui. Oui, exactement. Donc ça aussi, c'était aussi une grande émotion. À Beşiktaş, il y a eu la saison que j'ai passée quand même. Et la deuxième fois, le titre, la célébration du titre, c'était quelque chose d'exceptionnel avec les bateaux sur le Bosphore. Et puis à l'arrivée au stade en bateau, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a eu des moments comme ça quand même. Très bien. Il y a eu des bons moments. Ok. Dembaba, les maîtres du jeu. Demba, c'est vrai qu'on parle du début de carrière, on parle de la carrière, mais moi je vous propose un portrait décalé proposé par des jeunes frères qui s'appellent les Football. Vous regardez et vous nous dites ce que vous en pensez. En tout cas, on essaiera d'avoir là aussi des émotions de votre part. Guys, devinez quel attaquant miraculeux est l'invité des maîtres du jeu aujourd'hui. Je vous donne un indice. Qui est le pire cauchemar de Steven Gerrard? Dembaba. Qui a brisé le rêve parisien en 2014? Dembaba. Qui a marqué le but décisif contre le Cameroun au stade Léopold Sédar Senghor? Mais ne cherchez pas loin, c'est Dembaba. Donc le sociétaire de Başakşehir est toujours en mode Ciao Sakhir. Effectivement, à un moment donné, on avait cru que Dembaba, à cause des blessures, mais à chaque fois qu'il entre sur le terrain, il assure, je t'assure. Et moi je t'assure que Dembaba est meilleur que Messi. Comment? Messi il a été formé. Qui a formé Dembaba? Personne. Moi formé Bopam. Et au moment où les Chinois importent leurs produits made in China, Dinyusi Bagaray, Dembaba exporte son talent. Made in Demba, bah. Donc on peut dire que Dembaba porte bien son nom. Parce que Dembaba
toujours ses adversaires. Les football ngay am fii dans les maîtres du jeu. Voilà, c'est un petit portrait décalé. C'est des artistes. Ouais, ils sont plutôt bien inspirés. Ils ont de la répartie. N'est-ce pas? Exactement. Voilà, exactement. Alors Demba, parlons maintenant de peut-être le sujet qui vous plairait le moins. Je devine l'équipe nationale. Non, ça me plaît de parler de l'équipe nationale. Sérieux? Moi, en regardant votre parcours, je me dis, mais il doit forcément avoir des regrets parce qu'il y est allé peut-être plus tôt que beaucoup de gens, en 2007 tôt, ouais. et 2015, et les stats n'ont pas été en sa faveur, alors que dans chaque les club... conditions déjà à la base. Parce qu'il faut savoir que dans chaque club où j'ai été, c'est quand même... alors l'objectif dans tout club, c'est de marquer des buts. Et pour marquer des buts, on fait appel à des buteurs. Si on ne marque pas, on ne va pas gagner. Ça, c'est clair. Donc on fait appel à des buteurs. Et puis dans tous les clubs où j'ai été, quasiment, ils ont fait appel à moi. Et on a fait en sorte de jouer pour que je puisse marquer. Et c'est vrai que la sélection, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ce n'est pas un club. Mais j'ai moins ressenti cet état d'esprit-là quand j'étais en sélection. Après, bon, la faute, je la remets sur personne d'autre que sur moi, parce que quand je suis sur le terrain, c'est vrai que c'est à moi de performer. Mais quand les conditions sont réunies, en général, ça devient plus facile. Malgré la succession de sélectionneurs, que ce soit avec Alain Giresse, Amara Traoré... Ouais, malgré la succession. Amara Traoré, c'était peut-être la personne avec laquelle je me suis entendu le mieux. Et la personne qui m'a donné le plus confiance, d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle... c'est la seule Coupe d'Afrique que j'ai fait, c'était avec lui. En 2012, ouais. Et c'est celui qui croyait le plus en moi, je suppose. Peut-être que les autres, non. Je ne sais pas. Après, malheureusement, j'ai pas eu une carrière en équipe nationale comme je l'aurais espéré. Ouais, mais Demba, est-ce que aussi, c'est pas parce que vous avez une forte personnalité? Quelque part, bon, c'est pas on ne cherche pas à expliquer. Mais Demba, quand il parle, on sent que c'est un homme convaincu, un homme de... Avec honnêteté, quoi. J'essaye de parler avec honnêteté. Et puis, je suis pas là pour... je suis pas là pour mon bien personnel. Je suis là pour essayer de faire grandir un pays au niveau footballistique. Avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que j'ai. Le choix du Sénégal, justement, pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme je dis, c'était pas forcément... Non, c'était... mais pour moi, ça coulait de source. Hein. Pour moi, ça coulait de source depuis le Sénégal de 2002 qui nous a tous fait rêver, nous, quand on était gosses. C'était chaque Sénégalais, je pense, à cette époque-là, qui regardait le foot, voulait jouer pour l'équipe nationale, peu importe s'il avait une autre nationalité ailleurs. Donc c'était une évidence. Ouais, pour moi, ouais. Avec Aliou Cissé, ça n'a jamais vraiment matché. Avec Aliou Cissé, moi j'ai la conviction que Aliou n'aime pas les fortes personnalités. Et après, il y a d'autres choses aussi qui se passent dans le football qui ne sont pas à la vue et au savoir de tout le monde. C'est des choses qui sont un peu cachées dans le football, mais je pense que ma personnalité déjà joue un rôle. Parce que Aliou, il a quand même... Il s'est séparé de beaucoup de joueurs qui avaient quand même de la forte personnalité. Après, il fait ses choix. Par moments, il y a un peu d'incohérence, mais on les accepte. On les accepte. Mais avec Aliou, quand même, l'équipe fait de bonnes performances aussi. Ouais, ça, il faut lui reconnaître. C'est une évidence aussi. C'est une évidence. Après, le Sénégal n'a toujours rien gagné. Donc, vous savez, les Français, ils aiment bien les deuxièmes. Et j'ai peur que les Sénégalais s'inspirent des Français. Ah non, on ne peut pas. les Sénégalais veulent gagner. Ils l'ont assez dit. Mais le dire, ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'avec Demba, on aurait gagné d'après vous? Non, ça, je ne peux pas le dire. Ça, je ne peux pas avoir la prétention de dire qu'avec Demba, on aurait gagné. Parce qu'on a fait une compétition avec Demba, on n'a pas gagné. On a été nuls. Ouais, on a été éliminé au premier tour. Mais le Sénégal a fait une bonne prestation, c'est clair. Mais le Sénégal n'a pas gagné. Il ne restera pas dans les annales. Donc, à la fin... On se rappellera des Algériens. Vous suivez cette équipe et Je la suis. Vous savez, cette équipe-là, je pense que n'importe quel sélectionneur que moi j'ai connu en équipe nationale, s'il avait eu cette équipe-là, il aurait fait quelque chose de bien. La génération, elle est juste exceptionnelle. Okay. C'est peut-être en termes de valeur, déjà de valeur financière, parce que la valeur, ça traduit une qualité. Hein. Mais en termes de valeur financière, c'est peut-être l'équipe la plus chère de l'histoire du Sénégal. Ok, d'accord.
Donc ça veut dire quelque chose. Et je pense que n'importe quel sélectionneur que moi j'ai connu aurait pu faire quelque chose avec cette équipe-là. Après, c'est tout à son honneur, à lui, il a réussi à emmener la sélection en finale. Donc aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est plutôt derrière vous. Vous y pensez moins. Non, bien sûr, avec les circonstances d'aujourd'hui, bien sûr que oui. Et pourtant, j'avais lu une interview où vous, le sélectionneur, vous vous étiez vus, je pense, chez lui, vous avez pu échanger. Oui, on s'est vus, on a échangé, il m'a dit certaines choses. Par la suite, il a agi d'une manière qui a été totalement différente. Puis j'ai pas très bien compris, mais c'est comme ça, c'est le football. Comment vous voyez l'avenir de cette équipe nationale, puisque vous dites que les Français adorent les deuxièmes? Les Français, ils adorent les deuxièmes. Quand tu as gagné, quand tu es riche, quand tu as réussi dans ta vie, c'est que tu as triché quelque part. Ok. C'est la mentalité des Français, ça, ils sont comme ça. Ils n'aiment pas les gagnants. D'accord. Et au Sénégal, c'est vrai qu'on aime les gagnants. Oui, bien sûr. Mais vu qu'on n'a encore jamais gagné, déjà, oui. c'est la première des choses. Oui, on se satisfait d'un parcours en Coupe du Monde où on a été éliminé au premier tour. Qui se satisfait? Le Sénégalais. Non, pas forcément. De ce que j'entends. Non, pas du tout. Mais le Sénégal, vous y retournez, vous y allez régulièrement? Bien sûr, à peu près une fois par an. Vous aviez un projet avec Moussa, un club, je pense, acheté aux États-Unis, à San Diego. Par là des projets, est-ce que c'est toujours en cours Oui, il est toujours en cours. L'équipe, elle a commencé. D'ailleurs, Moussa n'est plus dedans, il a voulu sortir. Mais l'équipe, elle a commencé. Et puis, on est en construction, c'est les débuts. Les débuts, c'est toujours compliqué, mais c'est beaucoup de plaisir. Le racisme dans le foot, là aussi, il faut qu'on en parle. Je pense que vous en avez été victime en Chine. On voit ce qui se passe en Italie avec les cris de singe. D'ailleurs, on avait vu aussi une sortie de votre part. Bon, après, on se dit, est-ce que les instances internationales ne sont pas complices? Est-ce que réellement, c'est fort possible. On veut que les choses changent? En tout cas... Non, moi, j'ai pas l'impression que les gens ils veulent que les choses changent. Mais le seul problème, non, pas le seul problème, c'est que déjà, ça sera impossible de changer tant que les instances ne changeront pas. C'est le point numéro 1. Quand tu vois qu'en Italie, chaque club qui fait la une des journaux à cause de ses supporters, jamais condamné, c'est quand même incroyable. Et puis derrière, même les joueurs eux-mêmes. Les joueurs, que ce soit les joueurs noirs, que ce soit les joueurs blancs, que ce soit les asiatiques ou les hispaniques, il n'y a personne qui se lève. Ils vont s'énerver sur le terrain et puis ça va s'arrêter là. Vous êtes personnellement, je ne sais pas... Moi, ça me touche les choses comme ça. Ça me touche que déjà en 2019, qu'on puisse être comme ça déjà en tant qu'être humain. Et puis ça me touche de voir que le gagne-pain des uns et des autres est beaucoup plus important qu'une valeur humaine, que la valeur humaine. Parce qu'au bout d'un moment, normalement, ce ne serait même pas qu'aux Noirs de se lever. Mais ce serait aux Blancs aussi de dire stop. Tout le monde. Ce serait aussi à eux de dire stop. Et quand il y a des choses qui arrivent comme ça sur le terrain, Samuel Eto'o a dit une chose incroyable dans le reportage d'Olivier Dacour, là, qui était passé à Canal+. Il a dit, quand tu touches au portefeuille, c'est là qu'ils vont commencer à avoir mal. Alors là, si les joueurs ils commencent à vouloir s'arrêter de jouer et que le portefeuille commence à être touché des grandes instances, là, ils vont commencer à bouger. Donc au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose pour de la vraie. Et puis un autre problème, c'est qu'on n'est pas proactif. C'est-à-dire à chaque fois, on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe pour réagir. Et donc on a toujours un temps de retard. Alors qu'aujourd'hui, les Noirs, quand même, les Asiatiques, représentent une part importante du football mondial. Ils représentent une part importante du football mondial. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, les Noirs eux-mêmes, je pense qu'ils ont un gros manque de dignité et de confiance en eux, qui fait que... Ils se laissent trop faire. Ils se laissent faire. Je vais reprendre mon téléphone, je vais vous lire une phrase qu'un ami m'a envoyée. Sérieusement, hein, parce que c'est des sujets, moi, qui me touchent. De Lord Macaulay, au Parlement britannique en février 1835. Écoutez, il dit quoi? J'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays, à moins que nous ne brisions, effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité
et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils deviennent, à savoir une véritable nation dominée. L'assimilation. Ça s'appelle l'assimilation. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à en sortir. D'accord. C'est pas très gai. C'est pas très gai, mais c'est la réalité. Au bout d'un moment, ce serait bien qu'on se lève. À commencer par nos chefs d'État. Alors, parlons de football, puisque bon, ça fait partie aussi de la vie. J'ai vu que vous avez toujours soutenu Sadio Mané. À travers sa progression. Aujourd'hui, il est beaucoup question de lui comme ballon d'or. Et justement, là aussi, on en revient aux injustices. Pour le ballon d'or... C'est des lobbies, encore une fois. C'est des lobbies. Quand on voit la saison qu'il fait, il gagne la Ligue des Champions. En général, quand Messi ou Cristiano ils gagnent la Ligue des Champions, ils sont assurés d'avoir le ballon d'or. Malheureusement, quand c'est Sadio Mané, il n'est pas assuré. Meilleur buteur de championnat anglais, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, en plus ici à Istanbul. Si je ne me trompe pas, il met un but ou deux buts. Ouais, deux. Deux buts. Il fait gagner la coupe à son équipe. Il a toujours été présent dans les matchs où il fallait être présent. Malheureusement. Et la solidarité africaine dans tout ça? Parce qu'il y a des choix sur lesquels le continent africain a son mot à dire. Peut-être pas pour le Ballon d'Or, mais pour le FIFA Best, oui. La solidarité africaine. Moi, je suis plus pour la justice. Alors, solidarité, oui. C'est vrai qu'on devrait s'entraider beaucoup plus, mais dans la justice. Ok. Et là, pour le coup, c'est juste, non? Pour le coup, c'est juste. Si c'était vraiment injuste, je dirais non, solidarité africaine, vous êtes bien marrant, mais c'est pas possible. Ok. Donc, mais solidarité africaine, oui, mais dans la justice. Les projets de Demba? Le foot encore, quelques années? Le foot encore, pendant quelques années, et puis après, on va voir, je vais prendre le temps. Je pense que je me dirige petit à petit vers un poste de responsable dans le football, tel qu'un directeur sportif ou alors un manager, directeur de football. Pas vraiment dans le coaching, mais c'est dans cette direction-là que je me dirige, si je reste dans le football. Bien sûr. Ça peut être autre chose. Ça peut être tout autre chose. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir reçus ici à Istanbul. Merci à vous. Nous aussi, on va en profiter pour remercier nos partenaires. Bon. Rama, Moda Diarista, merci. L'écritel pour Sikab Baobab, la boutique juste en bas. Merci à Lili Coiffure. Hamza Diallo Mamfatoundo pour vous servir. À très bientôt. Merci Demba. Merci à vous.